L'honnête homme ne peut pas snober notre anthropologie de la modernité. Notre entreprise, l'anthropologie de la modernité. La société capitaliste française, de la Libération à l'actuel pouvoir du PS, sera étudiée selon les catégories de l'anthropologie. Échanges symboliques, initiation, rituels, totems, tabous, mana, potlatch, etc. Ce projet devrait, pour le moins, susciter la curiosité de l'honnête homme. Nous entendons par honnête homme l'intellectuel de bonne foi, l'homme de bonne volonté, celui qui est capable d'une attitude réflexive, critique, celui qui sait écouter. Nous lui soumettons notre projet. C'est lui que nous voulons convaincre. C'est notre interlocuteur privilégié, notre interlocuteur valable. Comment cet honnête homme pourrait-il nous refuser sa bienveillante attention? Ne l'accorde-t-il pas systématiquement aux recherches inédites, parfois insolites, bizarres même? Toutes les minorités ont le droit de s'exprimer, et surtout les minorités culturelles, en particulier les chercheurs isolés qui ne prétendent apporter que des contributions personnelles. L'honnête homme défend avec ferveur ce droit d'expression sur tous les fronts, de la connaissance, de la politique, des mœurs. Non seulement il est l'avocat du droit de dire, mais il propose aussi les moyens d'être entendu. Aussi, une anthropologie de la modernité, pourquoi pas? D'ailleurs, l'honnête homme pourrait-il récuser les démarches épistémologiques qu'il a agréées, qu'il loue, qu'il proclame même? Celles qui ont bouleversé la connaissance traditionnelle de l'homme? Celles qui ont fait le nouveau savoir? Nous allons proposer un usage des catégories anthropologiques qui ne fera qu'apporter de l'eau à son moulin. La grande conquête des sciences humaines n'est-elle pas l'inconscient? C'est aussi son cheminement que nous voulons montrer. Contribuer à établir que le caché s'étale au grand jour et que l'anodin est révélateur de l'essentiel. À notre manière, nous reprendrons une démarche que la psychanalyse a rendue familière à l'honnête homme. Notre contribution personnelle consistera aussi à montrer que les signifiants proposent leur propre logique et qu'un signe signifie autre chose que la chose qu'il désigne. L'honnête homme va retrouver ce que la sémiologie lui a appris, d'autant plus que nous proposerons certaines considérations très inédites sur les rapports du signe et du référent, rapport de la logique du signe et de la logique du travail. La nouvelle histoire n'enseigne-t-elle pas que toute la dynamique macrosociale peut être contenue et exprimée par un événement? Toute l'histoire en un système de gestes, ce sera aussi notre démarche. Reconstituer un ensemble à partir de certains de ces éléments, révéler la structure à travers la conjoncture, montrer que l'événement est aussi avènement de l'histoire, et qu'une figure phénoménologique peut révéler toute la logique. L'étude de l'échange symbolique n'a-t-elle pas établi que l'échange d'un rien en révèle autant, sinon plus, que le tout de l'échange? Aussi l'honnête homme ne pourra-t-il que s'intéresser à une anthropologie de la modernité qui veut révéler derrière l'usage banal d'un objet l'intention même de la civilisation capitaliste. De même que l'ethnologue a pu définir totem et tabou à partir des usages les plus quotidiens. Enfin, nous dirons à l'honnête homme, n'êtes-vous pas devenu le spécialiste des suspicions légitimes? N'êtes-vous pas le maître du soupçon? Toutes ces démarches de la nouvelle connaissance n'ont-elles pas servi à dévoiler le cheminement d'une idéologie capitaliste, aux effets aussi cachés que pervers? Et toute la culture récente montre que vous avez cherché à la dénicher, aussi bien en sa quotidienneté anodine que sous les masques les plus trompeurs. Aussi, vous vous devez, pour être fidèle à cette vigilance frémissante qui vous honore, d'entendre une nouvelle et inattendue dénonciation de la stratégie de l'idéologie. Vous saurez vite si ce n'est qu'une fausse piste. Vous êtes tellement averti. Honnête homme, vous vous devez de considérer avec une certaine bienveillance, pour le moins, ce qui, au pire, serait exercice de style sur des procédés dont vous êtes très friand. De plus, nous prenons un engagement qui devrait piquer au vif la curiosité du sceptique qui croit en savoir trop. Cette anthropologie de la modernité veut en dire encore plus, et même prétend dire autre chose que le discours de l'intelligentsia en cours. Nous prétendons que ce qui pourrait plaire comme exercice de style deviendra un très déroutant travail de fond. Et nous promettons même à l'honnête homme les émotions fortes, dont il raffole, de la subversion culturelle,
en venir à démanteler la nouvelle culture par ses propres procédés culturels, mais subversion autre que la subversion traditionnelle. Enfin, nous ferons même cette promesse qui devrait balayer ces dernières réticences. Nous voulons satisfaire les demandes épistémologiques et politiques les plus profondes. Proposer autre chose que les révélations d'usage d'une culture qui va même se révéler n'être que la sophistique du capitalisme. Telles sont les ambitions de l'anthropologie de la modernité. Mais comment constituer cette science? Quels seront ses fondements épistémologiques? Quelles méthodes d'investigation? Nous allons proposer tout d'abord la systématique des rituels d'initiation, de l'initiation au système, à la civilisation capitaliste. Ces procédures initiatiques seront révélatrices de ce que cette civilisation a de profond, de secret, d'intime. Nous prétendons accéder ainsi à l'essence même du système, à ce qui sera révélateur de sa culture, de ses valeurs, de ses mœurs. Ce sera une saisie de l'intentionnalité même, de la pulsion subjective qui fonde la civilisation capitaliste. Cette recherche aura une double armature scientifique. Ces procédures initiatiques seront établies grâce à l'archéologie du monde moderne. L'anthropologie culturelle se fondera sur une analyse spécifique des objets. L'initiation culturelle sera initiation aux objets fabriqués, manufacturés. L'usage culturel sera l'usage d'un objet. La culture est d'abord une pratique. L'initiation au système sera l'usage de certains objets du système. L'apprentissage de l'usage, sa dimension psychosociologique, permettront de révéler la procédure initiatique. Et selon une lecture immédiate, au premier degré, la description donnera l'explication. Telle est la démarche. L'objet produit à son tour un usage, et celui-ci est la modalité de l'initiation. Un système des objets permettra alors de reconstituer le système de leurs usages, et celui-ci l'ensemble initiatique. Nous disposerons donc d'un double système de détermination. Les objets fabriqués et les usages initiatiques. À partir de cet ensemble, nous pourrons définir un système d'objets et d'usages spécifiques. Les modalités de l'initiation au ludique, au libidinal, au marginal. Une systématique d'usage qui sera l'initiation à la civilisation capitaliste. Autant d'usages initiatiques, autant de figures phénoménologiques. Le ludique, le libidinal, le marginal seront définis selon une phénoménologie. C'est la pratique sociale qui constitue et codifie ces trois notions. Ce sont les conduites, les formes, les signes du relationnel, de la sociabilité qui proposent les contenus, les sens de la lucidité, de la libido, de la marginalité. L'existence précède l'essence. C'est la phénoménologie qui engendre la logique. Ces trois termes ne sont que des éléments constitués par les rapports de production et de consommation. Ce réalisme radical doit permettre d'éviter les deux déviations idéologiques de l'actuelle culture. Le discours métaphysique, Lacan, et les analyses du scientisme, Bourdieu. Il faut écarter toute spéculation sur les essences, le signifiant comme hypostase idéaliste qui doit cacher le process de production, ou sur les chiffres, l'hypostase positiviste des statistiques et sondages qui oblitèrent l'âme du monde. Démarche inquiétante, car elle porte en elle une implicite prescription et un terrorisme larvé. Écartons aussi tout malentendu. Une phénoménologie n'est pas une chronique. Celle-ci veut reconstituer la singularité du fait, son unicité. Pour la phénoménologie, ce fait n'a que valeur d'élément de construction d'un ensemble clos et finalisé. Le chroniqueur peut toujours prétendre qu'il fallait dire un autre fait ou l'interpréter différemment. La phénoménologie doit ignorer cette critique. Elle reconstitue l'ordre de la nécessité, celle de la généalogie d'un projet, d'une intentionnalité, d'une stratégie. La phénoménologie les révèle en montrant leur commencement, leur parcours, leur accomplissement. Trois moments d'un réalisme radical, puisque usage qui exprime les rapports de production et de consommation. L'objet de notre livre est d'exaucer une intuition en un concept. Nous voulons dire le mondain. Ce terme va progressivement se justifier en accédant à son contenu. L'initiation mondaine est d'abord un système d'usage. Celui-ci doit être reconstitué en une phénoménologie du ludique, du libidinal, du marginal.
ce sera la seconde détermination du mondain, la progressive synthèse de ces trois attributs en leur essence, en leur substance. On peut alors en venir à une logique du mondain. On disposera enfin du concept de mondain, phénoménologie et logique, pour révéler la nature profonde et combien cachée de la civilisation capitaliste, le potlatch d'une part de la plus-value. Nous avons proposé à l'honnête homme les trois essentielles composantes de son discours. Ce sont celles de l'intellectuel de gauche, les trois éléments de sa culture. Comment pourrait-il ne pas agréer notre projet? Nous voulons aussi privilégier l'étude de la libido, du ludique, du marginal. Nous opérons selon les mêmes catégories de la connaissance. Nous voulons subvertir la société capitaliste. Mais cet honnête homme consentira-t-il à nous écouter jusqu'au bout? Restera-t-il notre interlocuteur valable? Car maintenant, habilité par son propre projet, nous devons le soumettre à une interrogation qu'il ne pourra plus éluder. Car interrogation qui le ronge déjà, par caricaturistes interposés, par la bande, dessinée, par autocritique d'exorcisme. Nous dirons tout haut ce qui se dessine en marge. Nous ne ferons qu'appuyer le trait, révéler, exaspérer. Claire Bretécher va glisser du côté du concept. Cette interrogation sera des plus graves, et nous savons très bien que le clerc dispose d'un pouvoir tel qu'il peut la tourner en dérision. Il va nous traiter de vieux grincheux, de moralistes, mais nous n'aurons pas peur du ridicule, et nous choisirons même le ton le plus solennel pour demander « Clerc, n'avez-vous pas trahi, et trahison de classe ?» Le clerc à l'origine était le contempteur du monde. En fin de parcours de sa laïcisation, le voilà dans le monde. Longtemps, il a su résister au mondain. Il était devenu le témoin du monde. Dans, certes, mais encore à côté. Le précepteur, le confesseur laïque, une certaine psychanalyse, le journaliste d'avant les médias, le romancier. Certes, il fantasmait le monde, éternel topaz à l'écoute des secrets du grand monde, du désir, de l'imaginaire. Dans une certaine mesure, il connaissait et maîtrisait le monde, et il savait le dénoncer. Maintenant, et c'est un phénomène nouveau, énorme, capital, l'intellectuel de gauche vient d'accéder à la consommation mondaine, et il en est même le principal usager. Pire encore, il est devenu le maître à penser du monde. Il propose les modèles culturels du mondain. Non seulement il a accédé à la consommation mondaine, mais il en est l'un des patrons. Il a la toute-puissance de prescrire et de codifier l'ordre du désir. Aussi, peut-on encore demander à ce nouveau privilégié de renoncer à ce qu'il vient à peine de cueillir? Il est enfin invité au festin, et nous le prions de cracher dans le caviar et de lâcher le morceau. Mais ce qui est le plus grave, le plus décourageant, le plus inquiétant, c'est que cet intellectuel de gauche présente ces nouveaux privilèges comme des conquêtes révolutionnaires. Et nous venons lui demander de reconnaître qu'il ait pris la main dans le sac, alors qu'il prétend, de cette main, brandir le flambeau de la liberté. Et voici ce clerc au pouvoir. Le mensonge du monde va devenir vérité politique, vertu civique. Ce phénomène est d'une portée incalculable. Ce qui était censé être l'opposition au pouvoir va devenir l'alibi même du pouvoir. C'est le principe du pourrissement de l'histoire et le triomphe de la bête sauvage, la société civile. Topaz est devenu le maître à penser du monde, avec les pleins pouvoirs d'une mondanité social-démocrate triomphante. N'est-il pas trop tard? Le clerc n'a-t-il pas définitivement trahi? L'intellectuel de gauche, de libidinalité en lucidité, de marginalité en convivialité, n'est-il pas définitivement intégré dans le système? Dans le mondain? Dans la social-démocratie libertaire? Mais que ce clerc prenne garde. La vocation est le fondement de son statut et la connaissance. S'il renonce à sa vocation, il remet en cause son statut. S'il ne veut plus de son rôle, ce rôle sera supprimé. C'est de lui-même qu'il s'expose à deux remises en ordre. D'abord du bourgeois, qui ne l'agrée dans le monde que dans la mesure où il fait son métier. Un certain savoir contestataire a pu distraire son oisiveté, meubler un temps dont on ne sait que faire. Cette surenchère mondaine de la culture a lassé. Le temps de l'exil est venu, pour le bouffon, lorsque le roi s'ennuie. Mais c'est le peuple qui aura la force et le pouvoir de démasquer radicalement cette imposture. Et c'est lui qui apportera la définitive sanction. Par le rire, l'énorme éclat de rire qui fera s'écrouler la comédie humaine qu'est devenue le clerc. Une irrésistible hilarité gagnera tout auditeur de ce messager du néant.
le clerc sera conservé, embaumé en son discours, comme l'inénarrable témoignage de la vanité bourgeoise. Clerc de peu de foi, il serait temps de vous reconvertir. Si vous tenez encore tant soit peu à votre vocation, si vous prétendez être encore des intellectuels de gauche, soyez des interlocuteurs valables. Ne snobez pas notre interrogation. Ne censurez pas cette conceptualisation du mondain. Vous feriez votre propre procès. Ce serait la preuve que votre suffisance et infatuation ont définitivement submergé votre raison d'être, la volonté de compréhension alliée à la sagesse de l'autocritique, et que vous avez définitivement choisi la vanité de classe et le narcissisme de caste. Et s'il est vraiment trop tard, que l'honnête homme, ou du moins ce qui peut en rester, nous accorde quand même, sans trop se compromettre, en cachette, un petit clin d'œil complice et nostalgique.